L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Salut à tous, Salut le juste je précise préhistorique. que je suis dans un McDo, donc s'il y a du bruit, salut John, je suis désolé. D'accord, donc je vois que tu es passé de la banane au Big Mac. J'ai évolué. Alors, du coup, euh, merci d'avoir patienté, hein. C'est vrai que on essaye d'équilibrer un petit peu parce que on aime bien avoir un petit peu tous les avis et discuter un petit peu avec tout le monde. Donc, merci pour ta patience. Euh, et du coup, alors, je t'écoute, je t'écoute. C'est quoi ton avis? Bon, bah, à mon avis, vous le connaissez, c'est que la théorie de l'évolution est un fait scientifique avéré, jusqu'à preuve du contraire, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège du dogme. Une théorie scientifique n'est pas vraie à 100%, sinon on tombe dans le dogme. Dire la théorie de Darwin, c'est dépassé. Darwin a posé les bases de la sélection naturelle, qui est une des lois fondamentales de l'évolution des espèces. Bon, aujourd'hui, on a été au-delà de Darwin. On a ajouté plein de disciplines, on a ajouté la génétique, on a ajouté Mhm. l'endymologie, là, on a plein de disciplines qui valident le sens que les espèces évoluent. Alors, quand je dis que les espèces évoluent, ça veut dire que les espèces changent biologiquement à travers le temps. C'est ça l'évolution des espèces. Aujourd'hui, on a énormément de faisceaux d'évidence par la paléontologie, par la biologie, par l'écologie, qui prouvent que les espèces évoluent les unes par rapport aux autres, que les espèces ont toutes un lien de parenté venant d'un, entre guillemets, ancêtre commun. Parce qu'ancêtre commun, c'est un concept qui est souvent mal compris par les détracteurs de l'évolution, ou par le grand public en général. Ils pensent que l'ancêtre commun, c'est une espèce qui a plein d'espèces différentes, ou un individu qui a des espèces différentes. Alors que non, l'évolution se fait à l'échelle des populations, pas à l'échelle d'une espèce ou à l'échelle individuelle. Oui, Ah, voilà, les contraintes, les pressions évolutives l'ont rattrapé. Euh, la pression de sélection l'a rattrapé et se nourrir prime sur TikTok. C'est désolé, non, je suis là. Donc voilà, et en plus, là en ce moment, j'en regarde beaucoup de vidéos dans le Tract Science qui me présentent des études scientifiques que je verrai par la suite. Et on a fait énormément on a beaucoup progressé et amélioré sur les façons d'étudier les fossiles, parce que moi je m'intéresse beaucoup aux fossiles. Donc du coup, d'où ma passion par la paléontologie pour comprendre la théorie d'évolution. Et par exemple, on est capable aujourd'hui d'étudier des fragments de protéines sur des fossiles très anciens, par exemple sur des dinosaures. On a réussi à retrouver des fragments de protéines, ce qui a permis de comprendre quel était leur métabolisme, par exemple. On a pu étudier ok, le métabolisme de ces animaux au cours d'un géologique à partir d'un ancêtre commun. Tout comme on a pu le ok, faire chez les synapsides, apparemment on peut, chez les synapsides, retrouver des protéines, enfin du moins des fragments de protéines. On est capable d'étudier l'évolution des caractères à travers le temps. Par exemple, les gens qui disent qu'on n'a pas de chaînon manquant aux espèces intermédiaires. Alors, entre guillemets, si on en a, encore une fois, le chaînon manquant, c'est un terme que j'aime pas comme forme professionnelle. Nous, on parle plutôt d'espèces mosaïques. Et par exemple, bah oui, quelque part, l'homme est un poisson, comme tous les tétrapodes sont des poissons. Voilà, pour pousser la réflexion plus loin. Et par exemple, le passage des poissons entre guillemets ok, aux animaux terrestres, on a plein de fossiles différents, comme ok, des dinosaures aux oiseaux, on a plein de fossiles différents. ok. Alors, plutôt que de reprendre en détail, parce que je sens que voilà, je te connais un petit peu, t'es clairement érudit sur ce type de questions. Du coup, j'aimerais bien, si ça te va, qu'on aille dans une direction légèrement différente. Et je vais Je t'en reprendre une prie, John. question que j'ai posée tout à l'heure à la personne avec qui j'ai fait à Exa. Pour toi, c'est quoi voilà, en fait, on va se mettre dans un truc, parce que c'est quand même finalement calé, donc on peut imaginer assez facilement que voilà, tu peux assez facilement endosser le rôle, la casquette du chercheur dans le domaine de la théorie de l'évolution.
Euh, pour toi, aujourd'hui, où est le point faible? Le truc où tu te dis, il faudrait vraiment que je m'y attaque parce que c'est le truc qui tue, entre guillemets, hein, dans la théorie de l'évolution ou dans tout ce que, parce que la théorie de l'évolution, si je comprends bien de ce que j'en entends, c'est quand même un truc énorme qui regroupe des tas de disciplines, etc. Et que donc, du coup, c'est où l'endroit où, pour toi, il y aurait des choses à aller tester, vérifier, critiquer, voilà. Ce que ferait tout bon scientifique, c'est d'aller chercher le coin qui pue, on va dire. Ce serait où et ce serait quoi? Alors, moi, je dirais dans les diacariens, avec l'origine des animaux et la mise en place des grands embranchements du règne animal. Je m'explique. En novembre 2024, dans la revue Science Advances, qui est un sous-journal de la grande revue Science, a été publié un article paléontologique qui, en recalibrant l'horloge moléculaire, en recalibrant les datations des roches, on arrive à la conclusion que le règne animal, donc les métazoaires, sont apparus il y a 613 millions d'années, en plein cœur de la période de la période appelée Ediacaria. Et toujours d'après cet article, donc d'après les auteurs, tous les grands groupes d'un animal, les bilacariens, les protostomiens, les arthropodes, les cnidés, les spongiaires, tous les grands groupes d'un animal apparaissent dans les dacariens. D'ailleurs, c'est ce qui expliquerait la grande diversité du monde animal dès la base du Cambrien, il y a 540 millions d'années. Le problème étant que dans les dacariens, on a même des formes fossiles qui ne correspondent pas à des formes que l'on a dans la nature actuelle. Par exemple, on a des trilobozoaires, des animaux qui ressemblent vulgairement à des oursins, mais qui ne sont pas des oursins, ce ne sont pas des échinodermes. Ce sont les trilobozoaires constituent leur propre embranchement, leur propre groupe, totalement éteint et qu'on n'en trouve pas du tout dans le phanérozoïque. Pareil, voilà, on a plein d'embranchements dans les diacariens. Donc la première question, c'est comment est-ce que les animaux sont apparus? Parce qu'on sait que les animaux sont apparentés aux champignons, pour former le groupe des opisthocondres. Donc quand a eu la divergence métazoaire fongique, donc animaux champignons? Et la deuxième grande question qui moi m'intéresse, c'est est-ce qu'au final, quand on a défini tous les grands clades du règne animal à partir de leur caractère dérivé propre, est-ce qu'on ne s'était pas trompé? Est-ce qu'on n'est pas biaisé? Parce que le fait qu'on a du mal à ranger systématiquement, d'un point de vue taxonomique et donc phylogénétique, les grands clades de l'Edacariens, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on devrait redéfinir tous les clades du monde animal? Par exemple, j'avais proposé comme ça, en vogue de ma tête, une hypothèse, que ça se trouve, les trilobozoaires, c'est comme les échinodermes, ils ont cette forme adulte d'avoir une forme ronde avec un corps divisé en 3 loges. Est-ce que ce ne serait pas une course évolutive comme les échinodermes? Ce qu'on fait que les échinodermes sont des animaux bilatériens, donc avec une symétrie bilatérale. Donc on voit en droite une gauche, comme chez nous, l'être humain. Et au cours de leur développement, au cours de leur anthrogenèse, les échinodermes passent d'un plan bilatérien à un plan pentaradiaire, c'est-à-dire qu'il y a un plan symétrique d'ordre 5. Est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer les trilobozoaires dans les acariens avoir ce même type de développement? On ne sait pas. On n'a pas de fossiles de juvéniles ces animaux. Ou est-ce qu'on peut s'imaginer, par exemple, je sais pas, les proarticulata comme Dickinsonia, des animaux à forme plutôt ovoïde, où on voit très clairement l'axe central, donc on sait que ce sont des bilatériens. Pourtant, les phylogénies placent les proarticulata en dehors des protostomiens et des deutérostomiens qui forment les bilatériens. Est-ce qu'on ne peut pas donc s'imaginer que les bilatériens, au-delà des protostomiens et des deutérostomiens, contenaient davantage de diversité auxquelles les proarticulata ne sont qu'une petite portion de ce que l'on connaît? Donc, il serait vraiment intéressant je pense, de revoir la définition des clades qu'on a posées aux animaux modernes pour pouvoir inclure nos animaux de l'Edacaria et proposer une phylogénie pour pouvoir les placer dans l'arbre du vivant et donc comprendre l'évolution des animaux, parce que comme je l'ai dit, tous les grands embranchements du monde animal sont dans l'Edacaria. Le problème, c'est qu'on ne trouve pas de fossiles d'animaux de ces embranchements. Peut-être parce qu'on est trop biaisé par la nature actuelle et qu'il faudrait tout redéfinir.
Voilà une des questions que moi je ferais si je serais paléontologue, essayer de redéfinir tout. Et si on arriverait à ça, ce serait une grande avancée dans la science. Ok, pardon, mon micro était coupé. Donc du coup, si je comprends bien, en fait, là, ce serait une zone où il y a des découvertes à faire qui seraient susceptibles, selon toi, de remanier de manière très importante l'arborescence actuelle, la cartographie actuelle de l'arborescence du vivant, c'est ça? Du moins des animaux. Exactement. Je ne dis pas Ok. qu'actuellement la phylogénie elle est fausse et qu'elle va être chamboulée, mais par rapport à la compréhension de la mise en place de ces embranchements, ce qu'on appelle nous en paléontologie l'évolution précoce, je pense qu'il y a beaucoup de choses à Hmm. revoir grâce aux fossiles de l'Édiacarien. Encore faut-il les trouver et pouvoir essayer de redéfinir tout ce beau monde. Ok. Alors, très intéressant. Euh, Est-ce que... alors, deux choses du coup. Supposons que on en trouve et que ce soit radicalement, ce qu'on trouve, soit radicalement différent de ce qu'on concevait jusque-là. Quel genre jusqu'à quel point tu penses que ça peut être voilà, révolutionnaire ou jusqu'à quel niveau de profondeur dans la théorie ça peut remettre les choses sur la table? Ça, c'est la première question. Et j'en aurais peut-être. Non, on va rester sur celle-là dans un premier temps. Ce qui pourrait remettre en cause la théorie de l'évolution, si par exemple, dans des roches du Précambrien, donc le Précambrien c'est ce super rayon qui part de la naissance de la Terre jusqu'au début du Cambrien, là 540 000 soit 80% de l'histoire de la Terre, si dans le Précambrien on trouve des mammifères, Alors, des c'est pas ça, reptiles, c'était pas ça ma question. ah pardon, C'était j'ai pas ça compris, ma alors, question. vas-y. Ma question, c'était, de ce que j'ai compris, tu as identifié une zone dans laquelle l'histoire est encore un peu trop floue et que il y a peut-être, on manque d'informations et de découvertes pour pouvoir correctement cartographier un certain nombre de choses et rendre compte comme on le voudrait de l'arborescence actuelle du vivant, notamment pour les animaux. Alors, je suis désolé, je suis pas du tout spécialiste, donc il y a plein de termes techniques que je n'ai pas forcément correctement compris ou interprétés ou replacés ou contextualisés. Mais du coup, ma question c'était, dans ce contexte-là, euh, supposons qu'on fasse une découverte. Voilà, je ne sais pas laquelle, mais assez incroyable jusqu'où ça pourrait justement atteindre ou reconfigurer ou pousser à revoir les choses euh, dans la théorie de l'évolution. Toute découverte est susceptible, par exemple, de bouleverser la phylogénie. Je vais prendre un exemple concret pour illustrer mon propos. Euh, jusque dans les années 2000, on avait une phylogénie sur les mammifères basée sur uniquement l'anatomie. Bon, du coup, on avait obtenu des groupes de mammifères qui étaient cohérents anatomiquement. Les insectivores, les ongulés, les carnivoras, ce genre de choses. Lorsqu'on a commencé à décortiquer le génome et de manière générale comment dire, la phylogénie moléculaire des mammifères, bah, il y avait beaucoup de groupes qu'on avait considérés comme solides, comme complètement pétés. Et on a fini par avoir des animaux qui, phylogénétiquement, sont cohérents, mais pas anatomiquement, comme par Hmm. exemple les afrothères, Ok. avec les éléphants et les sirèniens, et tout ce qui est avec et qui ne ressemble pas à un éléphant et des sirèniens. Donc, dans l'exemple de l'Edjacarien, que j'ai parlé tout à l'heure, il est tout à fait possible qu'on découvre des fossiles d'animaux présentant leurs propres caractéristiques, plus les caractéristiques de leur groupe, et oula, c'est pas français, et quand on fera des analyses phylogénétiques, par la parcimonie ou la méthode de bayésienne, et ben ça se trouve, ça peut bouleverser la phylogénie, on peut se Hmm. rendre compte que il y a que la phylogénie telle qu'on l'a actuellement, peut-être qu'elle n'est pas complètement vraie, et du coup, il faudra peut-être tout revoir sur comment est-ce que les animaux ont évolué dans la parenté, Ok. etc.
Ça, c'est Ok, tout à fait possible. ok, ok. Et alors, on va passer sur ma deuxième question que j'avais en tête, qui sera probablement la dernière parce qu'on arrive bientôt à 15 minutes. Ça passe très vite. Ma deuxième question, elle est le scénario inverse. Là, pour l'instant, on avait pris le scénario où on découvre quelque chose d'absolument révolutionnaire et on essaye de voir à quel point jusqu'où ça peut modifier ce qu'on sait déjà. Euh, Là, on va imaginer que bah finalement, en fait, il s'avère que euh, on a une baguette magique et on peut déterrer, identifier tous les fossiles existants sur la planète actuelle et accessible, et on s'aperçoit que ben des fossiles ou des fossiles provenant de cette période-là, on a déjà tout découvert. On ne peut rien découvrir de plus parce que tout a disparu. Est-ce que, selon toi, quelle autre piste on pourrait avoir pour résoudre quand même le problème ou progresser quand même sur cette question que tu poses? Eh ben, ça va être très compliqué parce que les animaux de l'Ediacaria sont très basaux, parce qu'on est vraiment à l'origine des animaux. Donc, anatomiquement, ils ne ressemblent à rien à ce que l'on connaît aujourd'hui, de le fait qu'on a du mal à les classer. Donc, si on a tout découvert, enfin, si on part du principe qu'on a découvert tous les fossiles, les fossiles de l'Ediacaria poseront un immense problème non résolu pour la compréhension des débuts des métazoaires, donc le début des animaux. Parce que l'Ediacaria, c'est vraiment la part de clé. Et encore, je dis l'Ediacaria, mais on a des traces géobiochimiques par les stérols A, c'est un type de cholestérol, mais spécifique aux animaux, qui laisserait sous-entendre que les animaux auraient été présents il y a 800 millions d'années, donc beaucoup plus tôt par rapport à l'Ediacaria. Et là, bon, là, c'est juste une signature chimique. On n'a pas de fossiles réellement d'organismes. Donc, si on peut penser qu'on a tout découvert, ce serait vraiment un très gros mystère. Est-ce que je dois comprendre que la seule, ce serait un très gros problème, mais il pourrait peut-être quand même y avoir des voies de progression via d'autres choses de type histoire de la chimie enfin voilà, histoire de la biochimie ou ce genre de choses? Ça serait compliqué. Alors, si, il pourrait y avoir un début de piste à la rigueur. Bon là, je vais pas loin, mais c'est pour répondre à ta question. Si on pourrait trouver des fragments de protéines dans ces fossiles qui ont plus de 600 millions d'années. À la rigueur. À la rigueur. D'accord. Ok. Ok. Bah, ça fait plus de 15 minutes qu'on échange. Je vais passer la parole à Russell et à Galactic pour savoir s'ils ont des questions à emporter. Euh, je vais tenter quelque chose préhistorique. Si en 2040, euh, les chercheurs découvrent qu'en fait, on ne descend absolument pas d'un ancêtre commun avec tous les autres grands singes, quelle serait ton hypothèse de secours? Et ben, c'est que l'être humain, enfin que les humains, que les fossiles viennent d'une autre branche qui a évolué de manière convergente, totalement convergente, avec les primates auxquels appartiennent les singes. Ok, merci. Galactique? Non, je suis revenu pendant l'entretien, j'ai pas de questions. Ok. Comment ça s'est passé, préhistorique? Oh bah, comme d'hab, très bien, ça fait du bien de pouvoir discuter de l'évolution sans que les détracteurs te coupent la parole toutes les 2 secondes parce qu'ils sont pas d'accord avec ce que tu dis et qu'ils n'ont pas la capacité à comprendre. Du coup, bah, leur ego parle et ils te bloquent, ils te bloquent, ils te bloquent. Au final, ils te font descendre. Donc ça fait bien. Ok. Et Alors, bah, John, j'ai tant peut-être une mieux. question. Attends, John, j'ai Vas-y. peut-être du coup une question à emporter. Très intéressant cette réflexion sur l'ego. Euh, du coup, la discussion que tu viens d'avoir pendant un peu plus de 15 minutes avec John, qu'est-ce qu'elle t'a apporté à toi? De quoi, je me compris. La discussion que tu viens d'avoir pendant 15 minutes avec John, est-ce qu'elle t'a apporté quelque chose? Si oui, quoi? Bah, qu'il faut pas rester sur ses acquis, qu'il faut approfondir ses connaissances par se poser des questions. Et l'exemple sur les acariens, c'est une question qui est assez récente, il y a 3-4 mois, que je me pose cette question sur finalement est-ce que on serait pas biaisé sur les définitions que l'on donne aux clades d'animaux au fait qu'on ne peut pas classer les animaux de les acariens dans le vivant. Ça, c'est une question qui invoque beaucoup d'humilité, qu'au final on ne sait rien et qu'on a en science des hypothèses, des certitudes, des consensus,
Mais quand on étudie l'évolution précoce des différents groupes, et ben là, on se heurte à des difficultés d'interprétation et surtout sur des choses aussi anciennes que les Dakariens. Ok, bah super. Merci beaucoup. Justement, moi, par rapport à ça, je voulais te remercier parce que je sais que, voilà, je suis allé poser un petit peu ce genre de questions aussi, qui pas forcément des questions très, on va dire très prévues, etc. Mais moi, ce que je voulais faire, c'est te remercier pour justement cette honnêteté intellectuelle que tu as eue, comme l'ont la plupart des gens qui viennent discuter avec nous, qui est de dire, bah voilà, même si je pense que la théorie de l'évolution, elle est extrêmement étayée, elle est extrêmement solide, etc., je suis quand même capable de dire, bah là, on sait pas, je sais pas, je me pose des questions, etc. Et je voulais vraiment te remercier pour cette honnêteté intellectuelle que de l'avoir fait et dit et d'en avoir parlé, d'avoir expliqué les choses, etc. et les conséquences que ça pouvait avoir. Donc voilà, merci à toi. Bah, je te prie, John, passez une bonne soirée, bon fin de dimanche, et, et voilà, à plus. À toi aussi, et bonne digestion de ton McDo pourri. Merci, Russell. Je te laisse.